Vous écoutez le podcast « Quand le sport vise durable ». On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité de genre ou encore d'éducation. Tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien car les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des élèves au lycée entre 16 et 18 ans, ils et elles ont beaucoup de questions à poser. Pour y répondre, des sportifs et sportives de haut niveau, des responsables d'associations ou encore des entrepreneurs et entrepreneuses. Quand le sport vise durable. Un podcast coproduit par René Prod et l'association Terre à Agir. Avec la journaliste Margot Bédé. Épisode 4 avec Riyad Salem, joueur international de rugby fauteuil qui prépare en ce moment les Jeux de Paris 2024. Vous avez coupé vos téléphones aussi ? Mon téléphone il est là-bas. Super. Et voilà, comme ça, on n'est pas dérangé. Accrochez-vous bien, le palmarès et la polyvalence de notre invité a de quoi donner le tournis. Il a été 15 fois champion de France de natation, 3 fois champion d'Europe de basket, le tout en fauteuil roulant. Il participera aux Jeux paralympiques de Paris 2024, côté rugby cette fois-ci, et comme si ça ne suffisait pas, il consacre le peu de temps qui lui reste à œuvrer pour une société plus inclusive. Bonjour Riyad Salem. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Derrière les micros, il y a Workia et Amine. Tous les deux Amine. Élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles dans les Yvelines, un établissement labellisé éco-lycée. Alors, Riyad, vous êtes en pleine préparation, on imagine ? C'est quoi vos ambitions pour ces Jeux ? La médaille d'or. Carrément. C'est le seul titre qu'on n'a pas, du moins que j'ai pas dans toute ma carrière. Parce que juste pour compléter un petit peu en natation, j'ai aussi un record du monde en natation. Et dernièrement, on a aussi 3 titres de champion d'Europe avec le basket fauteuil. Donc voilà, juste pour... Histoire de grossir un peu le CV. Ouais, bah oui. Puis en même temps, ça fait péter la Marseillaise, donc c'est une fierté pour notre pays. Donc ouais. Il faut pas négliger quand on arrive, puisqu'on gagne rarement. Et le peu de fois où on peut gagner, il faut aussi rendre hommage à ces victoires. Et c'est quoi la différence entre le rugby et le rugby fauteuil ? Le rugby fauteuil n'a rien à voir avec le rugby debout. Le rugby fauteuil, il est né dans les années 70 au Canada. C'est les anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui devenaient tétraplégiques, qui se faisaient le coup du lapin, qui ont voulu reconstituer un sport de combat, un sport de contact. Et donc, ils ont inventé un sport de toute pièce. Et donc, c'est une particularité, ce n'est pas la même balle, déjà ? Pas du tout. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi la différence ? Allez, le rugby fauteuil pour les nuls, comment ça fonctionne ? Le rugby fauteuil pour les nuls, alors en résumé ou avec plus de détails ? On va commencer par le résumé. Le résumé, dès qu'il y a un handicapé qui passe, on le dégomme. C'est très résumé. Alors, plus en détail ? Plus en détail, en fait, on est 4 contre 4 sur un terrain de basket avec une balle de volley. On peut faire des passes en avant, comme au football américain, on peut même dégommer la personne qui n'a pas le ballon. Et il y a la prison comme au hockey. Et en fait, la balle de volley, c'est parce que c'est des handicaps très très lourds. On a des personnes qui n'ont pas de biceps, pas de triceps. Ils ont vraiment très très peu de muscles. Et donc, une balle un peu plus lourde, ça serait compliqué. Et en plus, faire des passes en arrière, puisqu'ils n'ont pas de rotation, ils n'ont pas d'abdominaux. Donc voilà, on a vraiment adapté ce sport et avec les balles et les règles pour que les personnes les plus lourdement handicapées puissent pratiquer ce sport. Et on est 4 contre 4. 4 contre 4, voilà. On est en général une équipe de 12, mais on joue à 4 contre 4. Comment vous entraînez-vous ? Alors, on s'entraîne souvent le soir parce que nous, on est amateurs, donc après le travail. Et on essaye des fois, entre deux feux, la journée, faire un petit peu de muscu, un peu de gainage, voilà. Mais sinon, c'est 2 fois par semaine. Parce que c'est un sport collectif, donc on ne peut pas juste s'entraîner tout seul. Il faut aussi travailler la technique, le positionnement sur le terrain. Donc il y a toute une équipe. Et après, on a besoin d'avoir beaucoup de personnel pour aider au transfert, à la préparation des gants, des straps. Voilà. Quelle est votre routine avant le match ? Moi ? Oui. J'ai pas vraiment de routine. Il n'y a pas un petit rituel ? Non, on a notre cri de guerre. Après, c'est quoi ? On peut l'entendre ? Vous reculez du micro alors si vous nous le faites. Si on le fait ensemble parce que c'est un... allez-y, briefez-nous, c'est quoi le cri de guerre ? Je vous briefe. Donc au fait, on va tous crier ensemble. Moi je vais dire,
on est bleu. Vous dites pas on est bleu, vous dites juste bleu. Ok. Je vais dire on est rouge. Voilà. On Rouge. est blanc. Ouais, voilà. C'est Bleu, bleu, blanc, blanc, rouge. Ok. Donc à chaque fois que je vais dire une couleur, vous répétez la couleur et à la fin, on hurle tous ensemble France. Ok. Ok. Je propose qu'on se recule un tout petit peu des Voilà. micros pour le Vous faire. Vous pouvez le faire avec nous. Hein, Allez, parce qu'on c'est a un parti. petit peu de public dans la salle. Mais oui, c'est vrai ça. Alors je vais commencer à brailler comme un fou. Ok. Prêt ? Allez. Je baisse un tout petit peu les micros. C'est parti. Ah, vous pouvez crier avec moi. Ok, ok. Allez, on se recule. Mais, Reculez-vous, ça va vous donner. Allez, on crie tous ensemble. Ah, ah, et on est bleu. Et on est blanc. Et on est rouge. France. Ah bah voilà. Et si avec ça on gagne pas la mais on médaille est d'or taquet. aux Jeux paralympiques, je sais plus quoi faire. Ça donne une patate, ce cri. Ouais. Et tiens, justement, on se posait la petite question parce que vous avez plus de 50 ans. J'ai 52 ans et je vais avoir 53 ans. Quand ça? Au mois de septembre, 6 Ah, septembre. bon, on va pas pouvoir chanter Joyeux anniversaire après le cri de guerre, alors. Il y a quand même peu d'athlètes de haut niveau qui peuvent se targuer d'être encore sur le terrain à plus de 50 ans. C'est quoi votre secret? Est-ce que c'est ce cri qu'on vient de faire? Là, on va rajeunir tous. Comment vous faites? C'est d'abord la passion. Et puis, au-delà de la passion, c'est aussi parce qu'on a les Jeux à Paris et que ça motive vraiment de finir sa carrière à la maison. Voilà. Ah, Parce que je pense que- c'est bientôt la fin? Ah, Là, ça y est, vous avez- Moi, en fait, le sujet, c'était que moi, après les Jeux de Pékin, j'avais arrêté ma carrière. Donc, j'avais 39 ans. Et ouais, j'allais dire, il s'en est passé du temps entre. Voilà. Et après, je me suis fait embrigader par le rugby. Et donc, j'ai fait les prolongations. Et j'avoue qu'après les Jeux de Rio, je me suis dit, bon, là, ça commence à être dur pour le corps. Et on a gagné. Et là, je me suis dit, ah, non, mais on va faire un petit effort. Et on force sur le mental et sur le physique pour tenir le coup jusqu'à Paris. Et est-ce que si on est handicapé mental, on peut jouer aussi? Pas au rugby fauteuil, mais il y a d'autres sports. Il y a le tennis, il y a l'athlétisme, il y a la natation. La fédération de sport adapté fait partie aussi du mouvement paralympique. Malheureusement, les sports sont un peu limités, parce qu'il y a eu des petits problèmes à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, il y a des déficients, des personnes qui ont des handicaps mentaux qui participent aux Jeux. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'handicap dans le même sport en même temps? Oui. Et après, ça dépend aussi des sports. Par exemple, nous, au rugby fauteuil, on n'accepte pas les personnes qui ne sont pas assez handicapées. Donc, Oui, on c'est fait une de la condition discrimination même. inversée, quoi. Donc, voilà. Après, on a pas mal de sports. Et si le handicap le permet, vous pouvez faire quasiment tous les sports. Est-ce qu'on peut tricher facilement dans les Jeux paralympiques? Alors, tricher facilement dans aucun jeu, mais par contre, on peut tricher. Il y a du dopage comme partout, peut-être en moins grande quantité parce que il n'y a pas les mêmes enjeux financiers et tout ça. Mais voilà, même si on est une personne handicapée, on reste un être humain comme tout le monde. Et puis, il y a des fois des envies de victoire ou de gloire qui fait qu'on peut passer la frontière et aller dans le monde obscur du dopage. Les Jeux de Paris 2024, là, ils veulent relever un sacré défi, c'est de devenir les premiers Jeux durables, inclusifs et solidaires de l'histoire. Ça veut dire quoi, jeu inclusif? Jeu inclusif, c'est de pouvoir accueillir toutes les personnes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas franchement cette notion d'inclusion, d'environnement, de social. Et là, les Jeux de Paris, ça a été vraiment le choix qui a été dans la candidature. On a positionné vraiment ces thématiques de manière très forte. Là, j'étais hier avec la Solidéo, avec ESS 2024. Par exemple, ESS 2024, c'est quoi? C'est une structure qui s'est montée parce que les Jeux ont décidé de mettre 25% des appels d'offres dans tout ce qui est le domaine de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et ce qui n'était jamais le cas auparavant. D'ailleurs, c'était les grands groupes qui répondaient aux appels d'offres, qui pesaient plusieurs milliards. Et là, ça a permis à des petits artisans, à des petites structures du secteur protégé comme le handicap, de pouvoir répondre à ces appels d'offres avec soit des regroupements ou soit en s'associant avec une grande entreprise. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des personnes handicapées qui travaillent pour les Jeux. Là, j'étais à la Solidéo, il y a énormément d'insertion sociale qui a été fait pour que les grands groupes qui construisent ces immeubles embauchent des personnes
qui étaient au chômage et qui avaient du mal à s'insérer, ou des jeunes qui avaient besoin de se former, pour construire le village olympique. Donc c'est une grande fierté aussi pour cette jeunesse, ou pour les gens qui sont souvent exclus, de faire en sorte qu'il y ait une voie d'intégration, de réintégration dans le monde du travail. Et donc évidemment, c'est des jeux qui ont la particularité aussi d'avoir des sujets comme l'environnement. Là, quand j'étais là-bas, j'ai découvert qu'il n'y aurait pas de climatisation dans les immeubles. Alors ça fait un peu... ça fait rager certaines personnes qui voudraient pouvoir être dans un frigo, mais pour le respect de l'environnement, ils ont fait tout un système de géothermie avec une isolation. Donc ça va être les premiers jeux où on teste des choses qui n'existaient pas. Et c'est la première fois que les Jeux olympiques et paralympiques sont vraiment fusionnés ensemble. D'ailleurs, moi, je suis dans le Oui, le logo, on s'est battu pour ça. Moi, je suis dans le comité d'organisation, dans le CA des Jeux. Et on embauche, on respecte les fameux 6% comme n'importe quelle entreprise d'embauche de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap. Et ils ne sont pas juste là pour faire joli, ils ont des postes à responsabilité, c'est des décideurs. Et ça, c'est très important, c'est du jamais vu. Alors justement, on attend 350 000 visiteurs en situation de handicap pour ces Jeux de Paris. Est-ce qu'il y aura assez de place pour eux? Alors la place, ça dépend du handicap. C'est-à-dire que dans le handicap, tous les gens ne sont pas en fauteuil. Donc la majorité sont debout, que ce soit les personnes aveugles, les personnes malmarchantes ou des personnes qui ont des handicaps sensoriels, que ce soit sourds ou malentendants. Et après, pour les fauteuils, normalement, c'est prévu. Donc il devrait y avoir assez de place pour tout le monde, puisqu'on a prévu d'augmenter les places pour les fauteuils. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis pour accueillir toutes les personnes handicapées. Il n'y a pas de parité du côté des Jeux paralympiques, contrairement aux Jeux olympiques. Comment l'expliquez-vous? Moi, je ne peux pas trop expliquer. Je pense que c'est une question de société. Les choses évoluent. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le sport. Il y a quelques décennies, les femmes aussi aux Jeux olympiques n'étaient pas forcément énormément représentées. Le paralympisme, ça fait un peu plus d'une 50aine d'années que ça existe. Donc, je pense que le temps de laisser l'évolution se faire. Et je pense que oui, avec les Jeux de Paris, il y aura peut-être plus de femmes qui souhaiteront s'embarquer dans le sport. En tout cas, nous, on essaye dans notre association de développer le sport féminin, parce qu'on trouve que c'est important. On a lancé la Women's Cup, on a créé la première équipe 100% féminine en basket, et on est en train de réfléchir de faire une équipe 100% féminine de rugby fauteuil. Et là, on sait le pourcentage parmi les sportifs handicapés, combien il y a de femmes versus hommes? Alors, je pense que sur Internet, tu pourras le découvrir. Là, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je ferai mes recherches alors. Le pourcentage est ridicule, je pense. En tout cas, un chiffre que j'ai trouvé, qui n'était pas bien compliqué à trouver d'ailleurs, c'est qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France. Et d'après la Fédération française de handisport, il y a environ 32 000 licenciés. Comment encourager les personnes handicapées à pratiquer un sport? Compliqué. En fait, le sport, c'est quand même quelque chose de très personnel. Nous, on a un programme qui s'appelle Cap Résilience. On va dans les hôpitaux, les centres de rééducation pour enclencher une dynamique à travers le sport et donner envie aux gens, parce qu'on sait l'importance du sport pour une personne lambda, mais d'autant plus pour une personne handicapée. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez fondé en 1995 l'association CAPSA, donc c'est Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Quel est son but? C'est déjà de faire du sport, puisqu'il y a l'objectif, nos passions, c'est le sport. On a de l'art aussi, de promouvoir des artistes handicapés et de faire changer les mentalités, de faire changer le regard et d'inverser les mondes. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'inclusion à sens unique, où c'est les personnes handicapées qui doivent s'intégrer dans le milieu ordinaire. Et nous, on se bat pour que ça soit l'inverse. On fait en sorte que les personnes ordinaires s'intègrent dans le milieu extraordinaire du monde du handicap. Parce qu'une porte plus large, une rampe, un ascenseur, n'empêche personne de rentrer, de sortir, de bouger. Et le mouvement, c'est la vie, c'est la liberté. Et nous, on pense que l'évolution d'une société intelligente, civilisée, c'est d'aller plutôt vers le milieu du handicap, parce qu'au final, on prolonge la vie, mais on ne prolonge pas l'autonomie. Donc quand vous aurez 90 ans, et si vous avez construit votre maison avec plein d'escaliers partout, vous allez être bien embêté. Est-ce que, Amine et Workia, vous êtes déjà assis dans un fauteuil roulant et essayé de déambuler avec, de vivre, de voir ce que ça pouvait être, les contraintes que vous pouvez avoir?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites aussi, qu'on se rende Tous les compte jours. quand on dit inverser les mondes? Ouais. Mais en fait, nous, on inverse les mondes, non pas pour... on a une philosophie, c'est pas pour montrer la difficulté d'être handicapé, parce que c'est pas notre sujet. Nous, c'est le vivre ensemble. Donc, si on peut jouer ensemble, on a été un des premiers clubs à mettre des personnes qui n'avaient pas de handicap sur les fauteuils. Si on arrive à jouer ensemble, on peut vivre ensemble. C'est ça l'objectif, c'est la prise de conscience. Nous, Et là, on va- les bipèdes se prennent une raclée quand ils sont Pas en fauteuil. forcément, et parce qu'ils qu'à jouent. partir d'un moment où ils s'entraînent vraiment, ils deviennent très très bons. Donc le sujet, il est vraiment de faire ensemble. C'est pas le handicap contre les personnes non handicapées, c'est ensemble, c'est les humains ensemble, quelle que soit votre différence. Et nous, on a un leitmotiv un peu dans l'association, c'est ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous. Et notre philosophie, c'est de faire en sorte que, puisqu'on adore la norme dans notre pays, que la norme, c'est la différence. On est tous différents, donc on est tous normaux. En ce qui vous concerne, vous, en plus, c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, inné, puisque vous êtes né comme ça. Il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas eu d'accident. C'est justement, on va remonter un petit peu le temps. Vous êtes né en Tunisie et à l'âge de un peu avant 2 ans, vous devez partir en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi? Pour me soigner, parce que voilà, mon grand-père qui était ancien combattant, il a dit à mes parents, si vous voulez que votre gamin survive, il faut aller de l'autre côté de la Méditerranée. Puis il n'a pas eu tort, parce que la majorité des enfants qui sont nés avec un handicap comme moi, ils sont plus de ce monde aujourd'hui. Donc voilà, donc, je suis venu ici pour me faire soigner. Voilà, et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence et ma jeune période adulte dans des centres de rééducation et des hôpitaux. Et c'est quoi votre handicap? Alors moi, mon handicap, c'est que c'est un accident prénatal. Ma mère, elle a bu des médicaments quand elle était enceinte. C'est une période où il y avait le Distilbel et la thalidomide. C'est un peu les scandales où les gens pensent d'abord à faire de l'argent que plutôt de soigner les gens. Et donc ça a tué des mamans, ça a tué des bébés. Et ceux qui ont réussi à survivre sont nés avec des malformations comme moi. Et donc moi, je suis amputé au niveau des 2 jambes et au niveau de la main gauche et une malformation de la main droite. Et donc vous allez rester pendant 16 ans, vous le disiez, dans un centre pour tous les nombreux soins que vous devez avoir. Comment vous vous occupez à ce moment-là? On a beaucoup d'imagination. Vous savez, quand on vit en groupe. Vous étiez nombreux? Oui, on était nombreux, ouais. Et puis après, il y a l'école. On a l'école la journée, puis après, on avait les activités sportives et culturelles. Donc, non, ça ne chômait pas. Et c'est quoi votre première passion? Le basket. Et comme je vous raconte toujours un peu la même histoire, c'est à l'époque, on avait le Rotary Woodlands Club qui faisait des sorties pour les enfants hospitalisés. Et j'ai été au cirque d'hiver, et là, j'ai fait waouh! J'ai vu les jongleurs, je me suis dit, s'ils arrivent à tenir des assiettes sur le bout du nez, des ballons sur les fesses, je vais pouvoir réussir aussi à jongler avec le ballon, avec mon moignon, quoi. Pourquoi pas moi? Voilà. Vous savez, il y a une phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Donc oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec et l'échec fait partie de notre apprentissage. On avait une question un peu plus technique avec Amine. Aujourd'hui, vous êtes athlète de haut niveau. Quel est votre régime alimentaire au quotidien? Moi, je ne suis pas le bon exemple. Ah, c'est-à-dire? Moi, j'essaie de manger un peu de tout, raisonnablement. Je ne fais pas des régimes draconiens comme des copains qui peuvent le faire. Hyper protéiné ou des trucs comme ça? Non, c'est pas trop mon truc. Moi, j'adore les pâtes. Je mange des pâtes tous les soirs. C'est vrai. Non, j'ai pas vraiment de régime particulier. Je fais attention, évidemment, quand on est en compétition, à pas manger de viande rouge ou des choses comme ça. Et j'ai un petit souci de santé. Avant, j'étais végétarien. Et après le souci de santé, j'avais perdu 25 kilos et j'arrivais pas à reprendre du poids. Et donc, il a fallu que je remange de la protéine animale pour pouvoir reprendre du poids. Ah, ça a dû être dur, ça, pour un végétarien, quand même. Ouais. Et surtout que quand vous pesez 25 kilos en moins, en rugby, vous volez, quoi. Quand on vous dégomme, ouh. Parce qu'il n'y a pas de quartier. Et donc là, oui, donc aujourd'hui, viande. J'ai repris mon poids. Voilà. Et vous avez des projets pour l'avenir? J'en ai plein. Et là, déjà développé Educap City. On travaille sur la cité universelle. On a gagné un concours à réinventer Paris 2, donc un immeuble de 33 000 m² où tout est pensé sur l'accessibilité universelle. Et donc ça sera à Porte de Pantin et ça sortira de terre normalement, si tout va bien, en 2026. Génial.
Ouais. Donc, même après, après les JO, en tout cas, vous manquez pas de projet. Non, parce qu'au fait, j'ai mes projets, puisqu'on est, comme je disais, amateur. Donc, on a aussi notre vie professionnelle qui s'arrête pas, hein, qui est au quotidien. Développer l'association, faire en sorte que là, on a monté une entreprise avec un ami alsacien, qui est un vigneron alsacien, pour promouvoir les produits réalisés par les personnes handicapées, qui s'appelle Tel Quel. Donc voilà, on a beaucoup de sujets sur lesquels notre vie est bien remplie. Plus à côté, mon travail de consultant conférencier. Vous ne vous ennuyez pas? Non, ça va. Quel conseil donneriez-vous à des personnes en situation de handicap? Essayez, tentez. Si vous avez une passion, essayez de trouver votre passion. Et puis avancez à la vitesse qui vous convient, quoi. Et même si ça n'aboutit pas au départ, ça vous aura fait découvrir pas mal de choses. Le chemin est riche de rencontres et d'opportunités. Et donc voilà. Moi, jamais j'aurais imaginé, en faisant juste du basket, vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Donc c'est grâce à cette passion. Et voilà, si vous avez une passion, la musique, l'art, la littérature, le cinéma, n'importe quoi, je sais pas, la vie des papillons. Foncez. Ouais, foncez dans votre passion. Et vous avez des conseils pour nous aussi? Continuez la radio. Je sais pas. Non, mais pareil, je sais pas c'est quoi vos passions, qu'est-ce qui vous fait vibrer au fait. C'est essayer d'apprendre à vous découvrir, parce que là, vous êtes en plein chantier, vous êtes jeune, donc les hormones vont venir travailler votre corps et votre esprit. Et après, il y a toujours par contre quelque chose qui est une ligne dans notre être qui fait que d'un seul coup, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Et aller chercher cette vibration dans votre corps, dans votre âme, dans votre tête, qui fait que, waouh, là, vous dites, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Moi, je sais que le basket, ça a été ça, au fait, quand j'étais en rééducation. On me faisait faire des gestes pour me remuscler le corps ou avoir une fonction ou une autonomie. C'était douloureux. Et quand je vois que dans le sport, je me faisais 10 fois plus mal, mais j'avais le sourire. Et donc, c'est ça aussi, c'est quand vous allez trouver quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, ce ne sera plus un effort. Et voilà. Et moi, ça a été le basket. Et donc après, la rééducation, elle était facile parce que les mêmes mouvements, je les répétais à l'infini pour aller chercher la perfection. Alors quand le kiné il me disait, bon allez, quand est-ce que ça s'arrête? Oui, il y avait pas ici, il y avait un but derrière quand même, mais c'était pas aussi plaisant. Il n'était pas patient. C'est-à-dire qu'au fait, le problème, c'est que le but, même s'il est important pour vous, pour votre existence, pour votre futur, quand on est jeune, on ne le comprend pas. Ça ne se connecte pas. Par contre, quand vous avez une passion, vous ne voyez pas le but mais c'est le quotidien qui vous fait vibrer. Si le matin, tu as envie de te lever et d'aller jouer à la balle, parce que c'est le truc qui te fait que ça te fait bouger, surtout quand on est ado, bouger, c'est dur. Et faut suivre ça, quoi. Je ne sais pas si toi, c'est la danse, si c'est... Je ne sais pas. Chacun a sa passion. Et il faut vraiment embrasser, enlacer sa passion et s'accrocher à elle, parce qu'elle vous embarquera dans des mondes incroyables, quoi. Merci, Riyad Salem, d'être venu nous voir. De rien. On vous souhaite quoi? Une médaille d'or? Oui, la médaille d'or. La médaille d'or pour les Jeux? Allez. Absolument. Ramenez la médaille d'or à la maison alors. Absolument, on va faire le nécessaire. Et n'oubliez pas d'être heureux. Promis. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association Terragir en partenariat avec l'ADEME. Merci aux équipes de Jeunes Reporters pour l'environnement et d'Éco-École pour l'accompagnement pédagogique. Écolosport et Convergence pour leur appui. Un grand merci également au lycée professionnel Jacques Prévert pour son accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et voilà, c'est tout bon. Ouais. Trop bien. Ouais.